Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une source un peu particulière. Ce n'est pas un rapport, ce n'est pas une étude, c'est une nécrologie. Celle du docteur Max Harry Well, qui est décédé en 2011. Et la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est que ce texte, il raconte pas seulement la fin d'une vie, il raconte la naissance d'un domaine entier de la médecine, un domaine qu'on pense tous connaître, les soins intensifs. Le critical care. C'est une histoire assez incroyable en fait. On va voir que tout ce qui nous paraît complètement normal aujourd'hui, une unité de soins intensifs, un chariot d'urgence, le monitoring constant, tout ça, ça a dû être inventé, imaginé de A à Z par un seul homme, ou presque. C'est l'histoire d'une invention qui est cachée juste sous nos yeux. C'est exactement ça. Notre mission, c'est donc de remonter le fil. Qui était cet homme et comment a-t-il pu, quasiment à lui seul, construire les fondations de ce qui sauve des millions de vies chaque année. On va décortiquer un peu son parcours, ses idées. Alors, pour commencer, Weil a un début de carrière, somme toute, assez classique. Il est né en Suisse, il a émigré aux États-Unis, études de médecine, spécialisation en cardiologie. Classique, mais c'est là que ça bascule. La source nous dit que sa pratique l'a tout de suite mis face au sort des patients après la réanimation. Et ça, c'est le point de départ de tout, c'est le déclic. Un autre médecin de l'époque aurait dit « Bon, je vais faire partir le cœur, mon travail est terminé ». Lui, non. Lui, il regarde le patient et il voit que, oui, le quart bat, mais que tout le reste est en train de s'effondrer. Il a compris que sauver le moteur, ça servait à rien si tout le reste de la voiture partait en morceaux, quoi. Il a arrêté de regarder l'organe pour regarder le système. Attendez, mais il était cardiologue, c'est déjà une spécialité immense. Comment un seul homme a pu maîtriser en plus la physiologie, le génie biomédical, la pharmacologie, la biochimie? C'était courant à l'époque où c'était une sorte de Léonard de Vinci de la médecine. C'est une excellente question. Et la réponse est non, ce n'était absolument pas courant. C'était même l'inverse. La tendance était à l'hyperspécialisation. Ouais, lui, c'était une anomalie. Il avait cette curiosité folle qu'il poussait à voir le patient comme un problème d'ingénierie complexe. Il ne se demandait pas seulement quel médicament donner, non. Il se demandait comment fonctionne cette machine humaine en panne. Quels sont les flux, les pressions, les échanges gazeux, l'équilibre acido-basique. Cette vision d'ingénieur physiologiste appliquée à un patient en état de choc, c'était du jamais vu. C'est vraiment de là qu'est né le concept de critical care, les soins critiques. Il a vu à Forêt là où tout le monde ne voyait que des arbres. D'accord, donc il a le concept, cette vision globale. Mais bon, une idée, et ça ne sauve personne si ça reste sur le papier. Comment il a traduit ça en quelque chose de concret au pied du lit du malade? Par des outils d'une simplicité déconcertante, mais qui ont tout changé. Le premier, la source le mentionne dès 1955, c'est le chariot de choc. Aujourd'hui, on dirait le chariot d'urgence ou de réanimation. Le fameux crash cart qu'on voit dans toutes les séries médicales. Je n'avais jamais réalisé que ça avait été inventé. Ça semble tellement évident. Ah, mais rien n'est évident avant que quelqu'un y pense. Avant Weil, il faut imaginer la scène. Un patient fait un arrêt cardiaque. Une infirmière court chercher des seringues dans une armoire. Une autre part chercher un flacon d'adrénaline à la pharmacie du service. Quelqu'un se souvient qu'il y a un défibrillateur quelque part au bout du couloir. C'était un chaos total. Une perte de temps criminelle. Et Weil a vu ça. Il a vu ça et il a eu cette idée de logisticien. Et si on était tout ce dont on a besoin en urgence, sur un meuble à roulettes, toujours prêt, toujours au même endroit. Ce n'est pas une innovation pharmacologique, c'est une innovation d'organisation. Mais elle a probablement sauvé plus de vies que bien des médicaments. C'est fou de se dire que le design d'un meuble peut être une avancée médicale majeure. Et il ne s'arrête pas là. En 1958, avec son collègue Herbert Shubin, il crée la première shock unit à Los Angeles. Une unité de 4 lits. Là encore, ça semble être la base, non? C'est plus qu'une base. C'est un changement de philosophie. Avant Weil, l'hôpital était organisé pour la commodité des médecins et des services. Le patient en choc septique après une opération de l'abdomen, il était dans le service de chirurgie digestive. Le patient en choc cardiogénique, en cardiologie, il pouvait être à des étages différents, gérés par des équipes différentes. Weil a dit « c'est absurde ». Leur problème commun et immédiat, ce n'est pas leur abdomen ou leur cœur, c'est qu'ils sont en état de choc. Ils vont mourir dans les prochaines heures. Il a donc regroupé les patients par niveau de gravité et non plus par spécialité d'organe. Exactement. Il a forcé l'hôpital à se réorganiser autour du patient le plus vulnérable. Ce n'est plus le service qui est le centre de gravité, c'est le patient en état critique.
Et autour de ce patient, il a concentré les infirmières les plus compétentes, la surveillance la plus pointue et la technologie. C'est la naissance de l'unité de soins intensifs moderne. Mais je me demande, est-ce qu'on ne terre pas quelque chose, humainement, en créant ces unités ultra-techniques ? Est-ce qu'il y a eu une critique à l'époque, une peur de la déshumanisation en sortant les patients de leur service pour les mettre dans une sorte de bulle technologique ? C'est une critique qui existe toujours aujourd'hui, et elle est légitime. Mais à l'époque, le choix était beaucoup plus binaire. Il s'agissait de choisir entre une mort quasi certaine dans un couloir mal surveillé et une chance de survie dans un environnement hyper technique. Weil a parié sur la technologie, mais pas n'importe comment. La source est très claire là-dessus. Son leitmotiv, c'était d'amener la technologie aux patients. C'est-à-dire ? La source liste plusieurs innovations. Le premier moniteur de fonction vitale informatisé en 1961, un système de laboratoire au chevet du patient en 81, la capnométrie. Prenons le laboratoire au chevet du patient. C'est une révolution. Il faut s'imaginer le stress avant ça. Vous êtes au milieu de la nuit avec un patient très instable. Vous suspectez un problème de potassium qui peut arrêter le cœur à tout moment. Vous prélevez un tube de sang, vous le mettez dans un système pneumatique qui l'envoie au labo central, à l'autre bout de l'hôpital. Il y a une file d'attente, le technicien est peut-être en pause. 1 heure plus tard, vous attendez toujours les résultats. Les résultats qui pourraient vous dire pourquoi votre patient est en train de mourir. C'est une torture. Et Veilla a changé ça. Il a dit « L'information, c'est un médicament. Et un médicament d'urgence, ça doit être administré immédiatement. » Il a donc travaillé avec des ingénieurs pour créer des machines capables de donner ce taux de potassium en 90 secondes à partir d'une goutte de sang au pied du lit. Il a vu cette attente, ce délai, comme une pathologie en soi. Et il l'a guéri avec la technologie. Pareil pour le moniteur informatisé. Au lieu qu'une infirmière passe toutes les 15 minutes prendre une tension, la machine le fait en continu et elle alerte au moindre problème. Il a libéré le personnel pour qu'il puisse se concentrer sur l'analyse et l'action. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté aux outils. Il a aussi forgé des concepts, des manières de penser pour affronter la complexité. La nécrologie mentionne ses travaux sur le lactate, sur l'œdème pulmonaire, mais surtout, elle parle du principe VIP. Des alarmes qui sonnent. L'esprit humain est vite dépassé. Il faut un plan, une structure. Weil a résumé toute la physiologie de la réanimation en 3 lettres. Une checklist mentale pour sauver une vie. Ventilation, infusion, pompe. C'est ça. V pour ventilation. La priorité numéro 1, faire entrer l'oxygène et sortir le gaz carbonique. S'il n'y a pas de carburant, inutile de s'occuper du moteur. I pour infusion. On s'assure qu'il y a assez de volume dans le système. S'il n'y a pas de liquide dans les tuyaux, la pompe va tourner à vide. Et enfin, et seulement enfin, P pour pompe, on s'assure que le cœur fait son travail et propulse le sang. C'est un ordre de priorité. Il a mis de l'ordre dans le chaos. Précisément, c'est un outil cognitif surpuissant. Dans le feu de l'action, n'importe quel médecin ou infirmier peut se réciter VIP pour s'assurer de ne rien oublier et d'agir dans le bon ordre. C'est simple, c'est mémorable et ça structure l'intervention. La source ajoute d'ailleurs qu'avec Peter Safar, il est l'un des pères de la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP. Le principe VIP en est un peu le logiciel, quoi. On a donc un inventeur, un conceptualisateur, mais les bonnes idées ne suffisent pas toujours. Comment il a fait pour que tout ça soit adopté ? Il a compris qu'un innovateur solitaire, ça ne change pas le monde. Il faut construire des institutions. C'est l'autre facette du personnage, le bâtisseur. La nécrologie nous dit qu'il a cofondé la Society of Critical Care Medicine au début des années 70. Il en a été le premier président, puis il a créé son propre institut. Il n'a pas gardé ses idées pour lui, il a créé les plateformes pour les enseigner, en débattre, les améliorer et les diffuser dans le monde entier. Et apparemment, ça n'a pas toujours été facile. La source mentionne un détail qui m'a interpellée. Il a dû se battre contre une opposition locale pour introduire l'usage des cathéters veineux centraux. Ça paraît fou aujourd'hui. C'est un outil de base. Qui pouvait bien être contre ça ? Les habitudes, les questions de territoire, le conservatisme. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Planter un long cathéter dans une grosse veine près du cœur, ça pouvait faire peur. Certains chefs de service pouvaient voir ça comme une intrusion, une technique dangereuse ou même inutile. Dans mon service, on a toujours fait comme ça. C'est mon patient, vous n'allez pas lui mettre ce truc. L'innovation, ce n'est jamais juste une question technique. C'est aussi une bataille politique et culturelle, même au sein d'un hôpital.
Il a donc dû être un sacré vendeur, en plus d'être un scientifique. Un leader, absolument. Il fallait convaincre, publier des données pour prouver que c'était plus sûr, plus efficace, former les gens. Être un grand scientifique et être un grand leader, ce sont deux compétences très différentes. Weil avait les deux. Rien que sa productivité donne le vertige. La source parle de plus de 600 articles scientifiques originaux et 25 brevets. C'est l'œuvre de plusieurs vies pour une seule personne. Tout ça nous amène à l'homme derrière ses accomplissements. La nécrologie, elle dresse un portrait assez personnel avec des mots comme intelligence brillante, vivacité d'esprit, empathie peu commune. Ces conférences sont décrites comme extraordinairement inspirantes et pleines de pensées provocatrices. Il y a une phrase citée de son plus proche collaborateur qui résume peut-être tout. Sauver des vies était pour lui une sorte de religion. Ce n'était pas juste un travail ou une carrière, c'était une mission, une obsession. Et c'est cette combinaison qui est si rare. Le cerveau de l'ingénieur, la rigueur du scientifique et le cœur, l'empathie d'un humaniste absolu. Il était capable d'expliquer les concepts les plus ardus de physiologie et, la minute d'après, de réconforter une famille avec une profonde compassion. Le texte précise aussi qu'il n'a jamais cessé. Il a continué à travailler et à publier jusqu'à la fin de sa vie. On a cette image d'une flamme qui ne s'est jamais éteinte. C'est la clé de son impact. Il n'a pas eu une seule bonne idée à 30 ans avant de vivre dessus. Non, il a passé plus de 50 ans sur la brèche à constamment remettre en question le statu quo, y compris ses propres idées. La source dit que même âgé, il était toujours en avance, il ouvrait de nouveaux horizons. Cette endurance intellectuelle, cette passion intacte, c'est ce qui a permis de transformer une série d'innovations en un champ médical cohérent et établi. Finalement, quand on referme cette nécrologie, on a le sentiment que l'histoire de Max Harry Weil, c'est l'histoire de la création d'un monde qu'on tient pour acquis. Le chariot d'urgence, l'unité de soins intensifs, le principe VIP, tout ça, c'est l'alphabet de la médecine d'urgence moderne. C'est exactement ça. Son héritage, ce sont les millions de vies sauvées. Et le plus grand hommage à son succès, c'est probablement que la plupart des médecins et infirmiers qui utilisent ces concepts et ces outils tous les jours ignorent complètement que c'est lui qui les a inventés. C'est devenu tellement fondamental, tellement intégré, que c'est comme si ça avait toujours existé. C'est la marque des vraies révolutions. À la fin, on ne se souvient même plus de comment c'était avant. C'est un héritage immense. Et ça ouvre une dernière piste de réflexion. La source insiste beaucoup sur le fait qu'une de ses grandes innovations, c'était d'amener la technologie au chevet du patient. Si on transpose cette logique à aujourd'hui, avec la télémédecine, les objets connectés, l'intelligence artificielle, quelle serait la prochaine frontière pour un esprit comme le sien ? Est-ce que ce serait de pousser sa logique à l'extrême en amenant l'expertise des soins intensifs directement au domicile du patient avant même qu'il arrive à l'hôpital ? Ou au contraire, est-ce que l'épicentre hyper-technologique qu'il a créé il y a plus de 60 ans, l'USI, reste un sanctuaire irremplaçable ? Ça laisse à réfléchir sur l'avenir des soins critiques.